Toulon, 4 jeunes gens ont avoué la profanation d'une tombe du cimetière de la ville. Interdit à la mendicité, le nombre des villes qui prennent cette décision est en augmentation constante en France. La SNCF va être régionalisée, c'est la décision du gouvernement qui par ailleurs reprend à son compte une bonne partie de la dette de la société. Puis le retour de Michel Polnareff des États-Unis, il nous parle de son dernier album qu'il vient d'enregistrer en public. Madame, monsieur, bonsoir. L'affaire du Temple solaire rebondit avec la mise en garde à vue depuis 24 heures à Nanterre du chef d'orchestre suisse Michel Tabachnik, qui s'est toujours défendu d'être un membre important de la secte, même s'il reconnaît y avoir des amis. Les policiers l'interrogent sur les liens qu'il pourrait avoir avec les premiers suicides ou meurtres collectifs de 1994, c'était en Suisse et ensuite au Canada, qui avaient été suivis un an plus tard d'un second massacre collectif en France, dans le Vercors. Éric Lemasson, Jean-Paul Mioto. L'hiver dernier, en nous recevant dans son chalet suisse, il nous jurait ne rien connaître de ces histoires sombres de l'ordre du Temple solaire. Mais aujourd'hui, Michel Tabachnik est en passe d'être rattrapé par les secrets de sa double vie. Jusqu'à présent, ce chef d'orchestre reconnu n'avait guère été inquiété que par les journalistes qui, au fil des mois, ont accumulé documents et témoignages démontrant son implication précise dans les cérémonies secrètes de l'ordre du Temple solaire. Tabachnik en cape de cérémonie, le voici. Tabachnik, photo inédite celle-ci, en blanc au milieu des adeptes au cours d'un voyage initiatique en Égypte. Tabachnik encore sur ce document que nous nous étions procuré, la liste des 576 noms de l'OTS avec l'indication de ses mensurations. Beaucoup d'éléments, mais les 3 juges suisses ont clairement expliqué après 1 an et demi d'enquête qu'aucune preuve ne permettait de poursuivre quiconque. 69 morts au total, aucun coupable, aucun complice vivant, disait-on. Pourtant, beaucoup de questions en suspens. C'est pourquoi la première audition de Tabachnik par la justice française était tant attendue. Il a eu un rôle au sein de l'OTS, mais je ne pense pas qu'il ait eu un rôle primordial. Et quel était ce rôle, primordial ou pas? Encore une fois, il n'a jamais franchi le Rubicon, c'est-à-dire la frontière, pour aller au-delà et souhaiter la mort de ses semblables. C'est au lendemain du 2e drame du Temple solaire, 16 morts en France en décembre 1995, que le juge grenoblois Luc Fontaine a repris l'enquête à zéro. 150 témoins ont été entendus. Et il semble bien que Tabachnik n'a joué aucun rôle dans ce second massacre du Vercors. En revanche, les enquêteurs auraient quelques éléments sur son implication ou sa connaissance du premier drame 1 an plus tôt en Suisse et au Canada. Depuis longtemps déjà, les policiers savaient que Tabachnik était le numéro 2 ou 3 de la secte et qu'il en aurait perçu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, sa garde à vue à la PJ de Nanterre a été prolongée et pourrait bien se terminer dès demain par une mise en examen devant le juge à Grenoble. 48 heures d'enquête auront suffi aux policiers toulonnais pour arrêter et faire avouer 4 jeunes gens, 2 garçons, 2 filles, dont une mineure. Ces 4 jeunes Toulonnais ont reconnu avoir perpétré la profanation d'une tombe à Toulon, avec la volonté délibérée de s'attaquer à un symbole de la religion catholique. Ils ont reconnu encore être fascinés par toutes sortes de rites sataniques. Alban Mikosi, Mickaël Darmon. Cachée sous une couverture pour préserver son anonymat, une jeune fille mineure de 17 ans. Ses 3 camarades arrivent quelques minutes plus tard à bord d'un fourgon de police. Eux aussi sont passés aux aveux. Il est 18h30. Ils sont déférés au parquet de Toulon pour y être entendus par le juge Thierry Roland, qui va désormais instruire le dossier de la profanation. À l'évidence et en l'état actuel de la procédure, il existe des indices nombreux et convergents pour penser qu'il y a eu une action conduite à raison de la confession de cette personne qui était catholique ainsi que sa famille, et une volonté délibérée de s'attaquer au symbole de la religion catholique. 3 jours après la découverte de la profanation, les vandales semblent donc tous interpellés. Reste la question du mobile et de la personnalité des jeunes gens. Personnalité complexe, on sait que les jeunes filles étaient lycéennes à Toulon, qu'elles se rendaient régulièrement dans ce club privé, aux activités plutôt tranquilles, jeux d'échecs, internet, mais au décor, disons, particulier. Nous sommes tous extrêmement surpris puisque jamais personne ici, L2 ou d'autres d'ailleurs, n'ont tenu de propos de ce type. Les gens qui viennent ici ne sont pas particulièrement intéressés par les sciences occultes et en aucun cas au point de faire ce genre de choses. Ça a surpris vraiment tout le monde. Reste que ce décorum fait partie d'une philosophie dite gothique où le goût du morbide est très présent. C'est, on peut dire, une ramification très éloignée du hard rock, où on garde vraiment que l'énergie, et toujours avec cette interprétation de la mort, toujours avec ce sens ciné de la provocation, des mots très forts,
Et le gothique en général, c'est ça. Loin de tout cela, de la pensée gothique et des provocations musicales d'adolescents qui se cherchent, la famille Foin était ce matin rassemblée pour une prière à la mémoire de leur mère, décédée il y a 20 ans, jour pour jour. Pour eux, cette profanation apparaît comme une nouvelle épreuve. À l'approche de l'été, pour lutter contre l'inflation des sans domicile fixe et des marginaux qui envahissent leur ville, de plus en plus de communes interdisent plus ou moins globalement toute forme de mendicité dans les centres-villes pour cause de désordre. Le nombre de municipalités touchées augmente chaque jour, principalement dans le sud de la France. Exemple, Valence au sud et au nord, Compiègne. Valérie Astruc, Yann Jekyll. Ils sont devenus indésirables, le droit de cité des SDF remis en cause ici, à Valence. La ville attire les marginaux en route vers le soleil et leur présence inquiète les riverains. L'an dernier, un arrêté anti-mendicité avait chassé les mendiants du centre-ville, direction un centre d'hébergement d'urgence situé à la périphérie. Mais aujourd'hui, Valence veut aller plus loin. J'ai vu les carences l'année dernière de mon arrêté. Autant le suivi social, sanitaire, humanitaire, c'est bien, mais je voudrais ajouter de les réinsérer dans la vie active. Ne pas se contenter de faire la chasse aux SDF, c'est aussi ce que souhaite le secrétaire d'État à l'action humanitaire. C'est pas du rejet qu'il faut. Il faut au contraire proposer des choses qui vont intégrer les gens. Si ces jeunes gens qui arrivent dans les villes festivalières trouvent partout des arrêtés, c'est un sentiment d'exclusion. Parmi la vingtaine de villes ayant déjà pris des mesures contre les SDF, certaines s'efforcent d'aller plus loin. Ici à Compiègne, un hébergement est offert aux marginaux. 5 éducateurs leur proposent des démarches d'insertion, une manière de vider le centre-ville des SDF jugés gênants. La solution, c'est simple. Oui, ils rentrent dans une certaine conformité en venant dans cette maison, où on les prévient qu'il va y avoir des mesures prises, et je crois qu'ils comprennent très bien et ils choisissent ou bien de rester avec nous ou bien de s'en aller autre part. Et c'est à la police municipale que revient la tâche de regrouper les marginaux vers le lieu d'hébergement. Résultat, à Compiègne, plus de SDF dans le centre-ville. Ici, le choix est radical, ou ils acceptent l'insertion, ou ils quittent la cité. Le gouvernement réfléchit en ce moment à une réforme du système des impôts locaux en France, une taxe très différente d'une ville à l'autre. Il s'agirait éventuellement d'élargir l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire augmenter le nombre des personnes imposées. Il faut savoir que la taxe d'habitation, par exemple, est payée par 28 millions de Français et qu'elle rapporte chaque année aux collectivités locales 56 milliards de francs. Le taux d'imposition est très différent d'une ville à l'autre. Reportage à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où il est plutôt considéré ce taux comme assez élevé. Éric Perrin, Philippe Dumail. Pau et son château berceau d'Henri IV, Pau et son équipe de basket championne de France, Pau et sa taxe d'habitation. Je sais qu'au niveau de l'imposition locale, c'est l'une des villes les plus chères de France. Moi j'ai un T3 en centre-ville et je paie actuellement 4300 francs de taxe d'habitation. Je trouve que nous avons une très belle ville et c'est quand même une compensation. Bien à rue de réalisation, je pense que ça doit les compenser, mais enfin, bon, pour celui qui paye, c'est toujours trop cher, c'est tout. Il est vrai que la ville de Pau doit supporter toute seule de nombreux investissements. Le Palais des Sports, 75 millions, un Zénith, 91 millions, l'université, 25 millions, l'aéroport, 13 millions. Pau est également victime, comme toutes les villes de sa taille, du départ dans les années 60 des entreprises du centre-ville. Il faut bien compenser la baisse de la taxe professionnelle. André Labarrère, maire depuis 25 ans, se défend d'être à la tête d'une ville à l'imposition excessive. Grâce aux abattements liés aux charges de famille, 60% des foyers payent moins de 3 000 francs. Il y a le département qui touche, il y a la région. Et nous encore, on n'a pas de structure intercommunale. Bon. Donc, la ville de Pau, quand les habitants payent, je dis n'importe quoi, mettons 3 000 francs, il n'y a que 2 200 francs qui revient à la ville. C'est-à-dire qu'il y a 70% pour la ville, 30% pour les autres. Et jamais vous ne verrez un président de conseil général se faire attaquer sur la fiscalité. Toujours les maires, les maires, les maires. Inflation des besoins financiers des régions, absurdité d'un système de calcul qui fait que les locataires d'HLM sont au final surtaxés. La taxe d'habitation démontre que la fiscalité locale a besoin d'une réforme en profondeur. On a beaucoup parlé de pollution la semaine dernière et en dehors de la gêne plus ou moins passagère, ce que l'on sait moins, c'est que la pollution a un coût sur la santé, bien entendu, mais aussi sur les cultures et même sur les constructions. Au total, 60 milliards de francs par an. José Blanc-Lapierre, Bertrand Coq. Les vieilles pierres supportent mal la vie en ville.
Sur leur façade, ce sont les traces des embouteillages que l'on retrouve, un air vicié qui les ronge au fil du temps. Côté rue, la pollution accélère le vieillissement. Les façades noircissent à vue d'œil, le rythme des ravalements s'accélère. Pour la seule ville de Paris, 3 à 4 milliards de francs par an pour leur refaire une beauté. À Paris, nous sommes obligés de ravaler avec addition de détergent dans l'eau qui est projetée sur les façades, alors que dans une ville comme Auxerre, il n'est pas nécessaire d'additionner de détergent et les ravalements se font bien sûr que tous les 20 ans ou 30 ans, puisqu'il n'existe pratiquement pas de pollution. Pourtant, à l'écart des villes, le blé aussi est perturbé. Dans l'air dont il se nourrit, il trouve aujourd'hui un gaz indésirable, l'ozone, produit par les véhicules. Un oxydant puissant qui l'empêche de se développer. Le mal ne se voit pas, mais des pertes de rendement de 15% ont été constatées en région parisienne. Sur l'ensemble de la France, le manque à gagner serait de 15 milliards de francs par an. Mais les plus touchés, bien sûr, ce sont nos bronches, en particulier celles des enfants. Quand la pollution monte, c'est l'affluence aux urgences, plus 15%. Maux de tête, gorge irritée, crise d'asthme, les symptômes se répètent et finissent par coûter cher, 31 milliards de francs par an. Au total, les dégâts provoqués chaque année par la pollution atmosphérique coûtent 60 milliards de francs. Pour les prévenir, la loi Lepage prévoit pour l'instant 200 millions de francs. Propos de pollution toujours aujourd'hui, les industriels ayant accompli un certain nombre d'efforts, ce sont surtout les automobilistes qui sont en cause. Aux États-Unis, par exemple, on a trouvé une solution double, contre la pollution et contre les embouteillages. Sur les autoroutes, une voie spéciale est réservée aux voitures ayant au moins 2 personnes à bord. Philippe Gassot. Aux États-Unis, on sait aussi chaque matin et chaque soir ce qu'embouteillage veut dire. Une situation qui entraîne inévitablement la pollution. Le remède, obliger les automobilistes à être au minimum 3 dans la voiture. Et pour ceux-ci, c'est la voie royale. 2 voies, ici à droite, sans bouchon. On peut se rendre au bureau sans stress, sans perte de temps, sans émanation intempestive d'oxyde de carbone. Ce qui n'est pas le cas ici sur les voies conventionnelles. Être au minimum 3 dans une même voiture, c'est souvent 2 véhicules de moins sur l'asphalte. Le calcul est simple, près de 65% de pollution en moins. Ces voies pour automobilistes responsables, appelées HOV, High Occupancy Vehicle, sont réservées de 6 à 9 pour l'aller et changent de sens à la sortie des bureaux de 4h à 6h30. Pour ceux qui seraient tentés de frauder, un seul tarif, 79 $, soit près de 400 francs d'amende. Vous pensez que les voies réservées ne servent à rien? Non, je pense que ça aide la circulation. Vous êtes plusieurs quand vous allez travailler le matin? Non, pas où je travaille maintenant. En dépit de l'incitation des HOV lanes, les choses bougent doucement. L'Américain préfère être seul à son volant. On n'aime pas partager, surtout sa voiture. En France, le procès de la clinique de Bru, près de Rennes, s'est ouvert aujourd'hui. Près de 20 personnes très exactement, ont été brûlées dans cet établissement psychiatrique dans un incendie. C'était au mois de juin 1993. Le feu avait été mis volontairement par une des pensionnaires, mais le bâtiment n'était pas aux normes de sécurité anti-incendie. Dominique Verleillan, Axel Charles Messange. Isabelle était présente le soir du drame. Elle a été évacuée à temps. Devenue présidente de l'association des victimes, elle déclare à la barre aujourd'hui « Nous en sommes au même point qu'il y a 3 ans ». Autrement dit, toujours la même question, qui n'a pas fait quoi? Sur le banc 9 prévenus, l'image symbole des responsabilités diluées. « Je n'avais pas en charge la sécurité », dit l'un des directeurs de la clinique. « Je suis médecin, pas gestionnaire », rétorque un autre. Alors question, y a-t-il un responsable dans la salle? C'est un peu une tendance actuelle, il faut qu'il y ait des responsables. Il y a une sorte d'exorcisme des parties civiles qui est tout à fait compréhensible, qui se passe à travers le procès judiciaire. Néanmoins, il ne faut pas absolument trouver des responsables. Ainsi, ce procès d'une catastrophe est aussi celui d'un système dénoncé autant par l'accusation que par les victimes. Et je suis président, je ne suis pas président. Ah mais vous, vous êtes ceci, ah mais vous êtes cela. Personne ne va être dupe de l'argent, 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 l'argent. C'est tout. Alors qui est responsable? Le médecin, le gestionnaire, l'architecte, l'élu ou le pompier? En tout cas, chacun se retranche derrière des textes, des décrets, mais personne ne semble avoir pris les mesures de sécurité les plus élémentaires. Ainsi, à la question « Combien y a-t-il eu d'exercices d'évacuation d'incendie ?» la réponse est édifiante « Aucun ». La police italienne vient d'arrêter le fils du chef suprême de la mafia, Toto Riina, qui lui-même est en prison depuis 1993 maintenant. L'arrestation a eu lieu à Palerme, en Sicile,
Le jeune Giovanni Rina, 20 ans, est accusé notamment du meurtre assez sordide d'un enfant de 12 ans tué pour punir son père qui avait collaboré avec la justice. Rome, Alain Chalon. Voici Giovanni, 20 ans. Voici le père, Totorina, 65 ans, ancien chef suprême de la mafia. Alors, Giovanni marchait-il sur les traces de papa? La police sicilienne le pense visiblement. En tout cas, elle a arrêté le jeune homme ce matin, ici, à son domicile de Corleone, près de Palerme. Officiellement, le fils Rina est soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat de cet adolescent, Giuseppe Di Matteo, fils d'un repenti mafieux dont on a retrouvé le corps à moitié dissous dans de l'acide. En fait, la DIA, la police antimafia, a sans doute agi surtout préventivement. Depuis l'arrestation le mois dernier des frères Brusca, la direction de Cosa Nostra semblait décapitée. Et une analyse rapide des traditions palermitaines laissait penser que Giovanni pouvait donc être appelé à la succession malgré son jeune âge. Bon sang ne ment jamais. S'il est le fils du sanguinaire Totorina, il est aussi celui d'Antonietta Bagarella, issu d'une vieille lignée mafieuse. Cosa Nostra aime les dynasties. Les frères Brusca n'étaient-ils pas eux-mêmes les fils du vieux Brusca, ex-chef de clan? Et ne dit-on pas que Totorina a mis un fusil, un vrai, entre les mains de son fils Giovanni dès l'âge de 5 ans? L'actualité internationale, le Premier ministre, M. Alain Juppé, poursuit son voyage au Canada. Il est aujourd'hui dans la province francophone du Québec pour y réaffirmer avec le plus de diplomatie possible, pour ne pas froisser les partisans de l'État fédéral, les liens étroits qui unissent Québécois et Français. Carole Comon, Bernard Connard. Je suis arrivé hier, je suis encore en décalage horaire. Promenade matinale dans les rues de Québec, capitale de la belle province. Manière pour Alain Juppé de saluer cette ville, jumelée avec Bordeaux depuis 35 ans. Manière pour le Premier ministre français de goûter encore à cet accueil que lui réservent les Québécois. Nous avons des relations anciennes, étroites, diversifiées, à la fois économiques, culturelles. Eh bien, ce lien-là ne peut en aucune manière disparaître. Quelques mois après la courte victoire du non au référendum sur l'indépendance, la visite du chef du gouvernement français, la première depuis celle de Jacques Chirac en 87, était ici très attendue. Enthousiasme à Chicoutimi, fief des souverainistes du Québec, lorsqu'Alain Juppé embarque pour la baie Éternité et ses 3 caps majestueux, baptisés des noms de liberté, égalité, fraternité. À la chaleur de votre accueil répondra, soyez-en sûrs, celle de vos cousins, celle de vos frères français. Lorsque vous nous rendrez visite, je puis vous assurer que vous serez comme chez vous. Comme je peux vous assurer que demain, quel que soit le destin que vous vous choisirez, la France sera à vos côtés. Non-ingérence, mais non-indifférence. Pendant 48 heures, Alain Juppé s'est efforcé de respecter à la lettre cette fameuse formule qui régit les relations franco-canadiennes. Un exercice diplomatique périlleux qui lui a pourtant permis d'atteindre son objectif, renforcer les liens privilégiés entre la France et le Québec, sans froisser pour autant le gouvernement fédéral d'Ottawa. Le président Boris Eltsine en tête des sondages à 4 jours des élections présidentielles en Russie. Il a décidé hier le retrait des forces russes du sud de la Tchétchénie, retrait effectif depuis le début de cet après-midi. L'inquiétude en Russie face à un éventuel retour des communistes au pouvoir amène un certain nombre de grandes sociétés étrangères qui se sont implantées là-bas à prendre parti nettement pour Boris Eltsine. On en a eu une preuve concrète à Saint-Pétersbourg, où la société d'équipements sportifs et de matériel sportif Adidas a clairement appelé à voter pour le président en place. Gilles Rabin, Jean Janssen. Jamais match n'avait été aussi serré, ni score aussi incertain. Chaque point, chaque feinte, chaque esquive, chaque coup compte, y compris les coups bas. Par hasard, ce match de basket entre handicapés est à l'image de la campagne présidentielle russe. Mais ce n'est pas un hasard s'il a lieu sur cette place de Saint-Pétersbourg, là où un soir d'octobre 1917, les bolcheviks se lançaient à l'assaut du palais d'hiver et ouvraient cette décennie de communisme. Le communisme? Oui, j'en ai entendu parler vaguement, en cours d'histoire à l'école. Si jamais le communisme revient, elle a une idée de ce que ça pourrait être? Pas vraiment. La liberté, oui, mais avec qui? Yeltsin, sa guerre en Tchétchénie, ses nouveaux riches, son armée de nouveaux pauvres, ou Zyuganov, le chef des nouveaux communistes, bien que plus personne en Russie ne croit encore à l'avènement prochain d'un avenir radieux. Difficile à dire, mais les communistes ont changé.
Ils suivent leur temps, ils sont plus modernes. La ville des Tsars montrerait-elle la voie? Malgré des sondages très favorables, l'ancien maire, un ami personnel de Yeltsin, vient d'être battu au municipal. Le nouveau maire, démocrate lui aussi, préfère cependant le sport à la politique. Quand on a essayé de diviser la ville entre rouge et blanc, eh bien ça n'a pas marché. Surprise, ce n'est pas le nouveau maire qui remet les prix, mais le représentant personnel de Boris Yeltsin et celui d'Adidas. Suivez l'argent et sous le sport vous trouverez la politique. Adidas vote Yeltsin. On n'a pas de choix. Parce que lui, il est meilleur pour la Russie. Parce qu'on ne peut pas se permettre que le progrès se va retirer. Bref, le progrès c'est la démocratie et le commerce. Si le grand vent de contestation venu du fin fond des plaines russes le permet encore. C'est un symbole de la révolution polonaise des années 80 qui va fermer. Les chantiers navals de Gdansk. Lech Walesa, l'ancien président qui en était issu et qui avait repris son travail dernièrement, se retrouve donc au chômage, officiellement du moins. Les Coréens, qui sont devenus de grands constructeurs dans ce domaine, seraient intéressés par leur achat du plus célèbre chantier polonais. Le président Jacques Chirac était aujourd'hui à Genève devant l'Organisation internationale du travail pour souhaiter que la mondialisation du commerce et de l'économie en général ne se fasse pas sans le respect des règles sociales. Il faisait bien sûr allusion à certaines pratiques des pays pauvres où une grande partie de la main-d'œuvre est exploitée jusqu'aux enfants. Françoise Laborde, Alain Dubas. Pour expliquer devant l'Assemblée annuelle de l'Organisation internationale du travail les enjeux de la mondialisation, Jacques Chirac avait souhaité la présence de tous les représentants syndicaux français, des salariés et du patronat. Une façon d'appuyer la vision française de la mondialisation, corrigée des valeurs sociales. Cette évolution, de surcroît, est pleine de promesses. Mais, comme toutes les évolutions, elle recèle également des dangers. Donc tout le problème des gens raisonnables, c'est de valoriser les avantages et de limiter ou de maîtriser les inconvénients. Pour cela, nous devons nous référer à notre modèle social, nous y tenir et ne rien faire qui puisse le mettre en cause. Cette journée à Genève fut aussi l'occasion d'échanges plus informels et de complicités parfois inattendues. C'est un plaisir chaque fois renouvelé que de se dire bonjour. Ça, c'est un vrai moment de consensus. Ouais. À Genève, Jacques Chirac a opéré un rapprochement prudent vers les thèses de l'internationalisation, la mondialisation de l'économie. Mais il a surtout tracé les contours de la position que la France défendra à la fin du mois lors du G7 de Lyon. La mondialisation, sans doute, puisqu'elle est inéluctable, mais de préférence à visage humain. La crise de la vache folle n'est pas simplement une affaire de scientifiques, vous l'avez compris depuis quelques jours maintenant. Elle met en émoi la classe politique française. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il s'est échangé, dirons-nous, quelques amabilités entre majorité et opposition. Roland Sicard, Michel Levasseur. Philippe Vasseur avait pourtant l'air détendu. Mais voilà, depuis quelque temps, dès que l'on parle de vache folle, tout le monde s'énerve. Et lorsque les socialistes ont commencé à chahuter, à interpeller et à critiquer la gestion de cette affaire, le ton est très vite monté. Si vous voulez grimper à l'arbre de la polémique, rappelez-vous ce qu'on dit chez moi. Quand on veut grimper à l'arbre, il faut être sûr d'avoir les culottes propres. Depuis le gouvernement d'Alain Juppé, à chaque fois qu'il y a un cas d'encéphalite spongiforme bovine, nous abattons la totalité du troupeau et nous faisons incinérer la viande. Ça n'était pas le cas lorsque vous étiez au pouvoir. Vous avez commercialisé de la viande qui venait de ces troupeaux. Un peu de Alors taisez-vous. Permettez-moi de rappeler l'ensemble de l'Assemblée au calme et à la sérénité. Calme et sérénité, plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, un peu plus tard dans les couloirs, les socialistes contre-attaquaient. Ce qui est fou maintenant dans ce gouvernement, c'est que les ministres, les uns après les autres, perdent leur nerf et dérapent complètement. La question de savoir si la viande que l'on consommait avait été nourrie de farine animale ou pas, ben voilà un problème qui n'a jamais été posé. Et du coup, maintenant, le gouvernement est dans une impasse. Et ça, c'est pas la responsabilité des socialistes. Conclusion, l'affaire de la vache folle, jusqu'ici affaire de santé publique, devient de plus en plus une affaire politique. Une affaire politique est donc un dossier difficile à gérer. Un projet de loi sur la sécurité alimentaire est d'ores et déjà annoncé. Plus sereinement, si je puis dire, sur le plan scientifique, il existe encore beaucoup d'incertitudes. Et puis,
Ces farines utilisées pour la nourriture des animaux et qui peuvent contenir des résidus de carcasses d'animaux malades ont-elles d'ores et déjà été retirées de la vente? Ce n'est pas toujours le cas. Ève Mété. Voici une brebis malade de la tremblante, l'encéphalite du mouton. Le cadavre d'un animal atteint de cette maladie est-il aujourd'hui détruit, retiré de la chaîne alimentaire? La réponse est non. Les équarrisseurs continuent aujourd'hui en France, ont toute légalité, de les transformer avec les déchets d'abattoir en cette poudre brune qui entre dans l'alimentation animale. Qui consomme ces farines? Ce ne sont plus les vaches ni les moutons depuis un décret de 1989 qui interdit les farines animales dans la nourriture des ruminants. Mais elles sont données chaque jour en France aux porcs et aux poulets. En Grande-Bretagne, le gouvernement a interdit toute farine animale pour le bétail et la volaille, et ce dès le début de la crise, à la fin du mois de mars. La France n'a toujours pas fait de même. Troisième question, la méthode de fabrication de ces farines en France est-elle sûre? La réponse est non, puisque l'Union européenne impose depuis 2 mois aux équarrisseurs d'adopter une nouvelle méthode de cuisson à plus haute température, plus fiable que celle utilisée aujourd'hui dans 90% des usines. Mais il y a un délai de mise aux normes jusqu'au 1er janvier prochain, un délai bien long s'il y a risque pour la santé publique avec l'actuel procédé. Enfin, pourquoi vend-on encore aujourd'hui des cervelles de bœuf en France, et ce, malgré la recommandation de l'OMS? Afin de ménager les tripiers, le ministre de l'Agriculture, le 5 avril, a limité l'interdiction aux abats de bovins nés avant 1991, ceux nés après cette date étant considérés comme moins à risque. Pourtant, des cas de vaches folles sont apparus depuis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, chez les animaux plus jeunes. Ces cas ouvrent l'hypothèse d'une transmission de la maladie de vache à veau, jusqu'à présent écartée. Le ministre des Transports, M. Bernard Pons, a précisé aujourd'hui son plan pour la SNCF, confirmant la reprise des infrastructures au compte de l'État avec une grande partie de la dette, annonçant également la régionalisation de la Société des chemins de fer français. Reportage à Valenciennes, Patrice Romden, Frédéric Faure. Une gare comme neuve, équipée d'un passage souterrain, d'un distributeur automatique de billets et flanquée d'un parking 4 et 2 roues, s'il vous plaît. Cet hommage rendu à l'architecture est le fruit de la décentralisation de la gestion qui fonctionne depuis une douzaine d'années dans le Nord-Pas-de-Calais. Ici, par exemple, la région a supporté 75% des frais de rénovation. Chaque jour, 1400 usagers fréquentent la gare du Quesnoy et visiblement, cela leur facilite la vie. C'est vrai que cette gare-là, elle est bien, elle a été bien rénovée, tout ça, et puis ça permet de venir au lycée du Quesnoy, qui est un lycée assez performant. Au point de vue du sport-études, tout ça, donc c'est pour ça, c'est bien. C'est un bon lycée, donc, et c'est bien parce que c'est vrai, problème de transport, de bus, tout ça, c'est pas tellement évident de venir ici. Ça me facilite la vie parce que moi, je peux rentrer directement ici. Sinon, j'ai obligation des parents d'élèves, des collègues. En 6 ans, la fréquentation de cette gare a doublé, forgeant ainsi une conviction. En matière ferroviaire, l'offre crée la demande. Hier, région pionnière, aujourd'hui région pilote, le Nord-Pas-de-Calais vante les mérites de la régionalisation, non sans quelque amertume. Nous investissons 250 millions de francs par an pour le ferroviaire, alors que d'autres régions ne font rien. Et nous avons le sentiment malheureusement que les propositions de l'État récompensent les mauvais élèves, alors que les bons élèves sont pénalisés et qu'on aurait 2 fois moins d'argent que les autres régions. Le bon élève, cela se conçoit, aimerait donc une récompense car il a le sentiment d'avoir œuvré avant l'heure contre la pollution et pour l'aménagement du territoire. À 6 jours des épreuves de philosophie du baccalauréat que tous les candidats vont passer, sans exception, la question qui se pose aux enfants et aux parents est toujours la même. Comment être sûr qu'une copie de philo est corrigée d'une manière objective? 2 professeurs, mari et femme, ont accepté d'en débattre. Chantal Kimerla. Malgré le rideau théâtral de leur bureau, ces 2 profs le disent avec la passion qui les habite. Non, le bac ne doit pas être une tragédie. Bon, il n'y a pas d'irrévocable, etc. On n'est pas des dieux jouant avec la vie des élèves. Enfin, on n'est pas en Grèce antique à l'époque d'Homère. Vous voyez, le jury ne s'amuse pas à jouer au dé avec la vie. C'est donc pas le tribunal, certes, mais au fait. Quelle note avez-vous donnée l'année dernière? C'était entre 1 et 17. Je n'ai pas été jusqu'à 0. Oh ben les notes moyennes tout à fait banales, 8, enfin moi je... Ça et peut la être plus un basse, peu... et la plus basse c'était 0. Et mis à part les notes couperées qui existent, ces 2 correcteurs l'affirment, il n'y a aucune loterie le jour du bac. L'élève qui a
14 ou 15 pendant l'année avec son professeur et qui a 3 au baccalauréat n'existe pas, est extrêmement, comment dirais-je, fantasmatique. Contrairement à l'idée reçue, les notes du bac sont comparées à celles du livret scolaire de chaque élève. 9 au bac, note de l'année, 8,5, 8,5, 7,5. Toutes les copies sont relues par plusieurs enseignants dans un même jury. La commission d'harmonisation est là en cas de litige, pour les copies notées entre 0 et 5 par exemple, ou lorsqu'un prof s'écarte trop de la moyenne. Pourtant, depuis quelques années, de plus en plus souvent, il arrive qu'un parent demande de vérifier lui-même la copie quand la note déçoit. Il avait eu 14, il aurait souhaité 18. Et quelle a été votre réponse? Vous avez changé de note? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucunement. Les pressions ne posent aucun problème quand on est bien décidé à pas céder. À eux deux, ces professeurs auront 400 copies de philosophie à corriger en 14 jours. Décidément, le bac n'est pas une épreuve que pour les élèves. Hier en Italie, 4 personnes sont mortes sur une vedette de tourisme qui avait heurté un rocher à la sortie du port de Naples. Ce type d'accident est toujours possible. C'est pourquoi la préfecture maritime de Méditerranée testait aujourd'hui son plan de secours aux naufragés. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Une pure fiction qui pourrait avoir des similitudes avec la réalité. La vedette qui rallie Nice aux îles de l'Érins a pris feu. Un mécanicien est gravement blessé. La fumée risque d'intoxiquer les passagers. En un quart d'heure, le plan de secours aux naufragés est mis en place. 7 bateaux, 2 hélicoptères, une centaine de personnes, avec un seul capitaine, le préfet maritime. Sur le terrain, les choses vont toujours beaucoup plus vite que ce qu'on a prévu dans les plans, parce que tout le monde, et c'est une des lois de la mer, tout le monde se précipite pour aider. La difficulté, c'est bien de coordonner les choses. Mais donnez-moi un délai pour l'arrivée des médecins sur zone. Autre vocation de l'exercice, tester toutes les liaisons radio. Sur Terre, les médecins connaissent déjà l'état de santé des blessés qui vont arriver. Même en simulation, le stress est là. Maintenant ça va, passer la première heure, ça va beaucoup mieux. C'est la mise en place qui est un petit peu difficile et ensuite ça roule. Après la bataille, le plan sera décortiqué pour l'améliorer, en espérant que cet été, le scénario catastrophe d'un naufrage ne sorte de sa fiction. Euro 96 de football, l'Italie a battu la Russie par 2-1 cet après-midi. Un premier but de Casiraghi dès le début du match, aussi 4 minutes après le début du match. Égalisation ensuite des Russes sur ce tir à la 21e minute. Et puis, au cours de la seconde mi-temps, le même Casiraghi va marquer le but de la victoire pour les Italiens qui ainsi rejoignent l'Allemagne à la première place du groupe C. L'équipe de France, quant à elle, qui a battu hier soir pour son premier match la Roumanie 1-0, pense déjà à sa prochaine prestation contre l'Espagne. Ce sera samedi prochain sur France 2. En attendant, l'espace d'une soirée, les tricolores sont devenus les idoles des jeunes Anglais de la région où ils sont installés. Yann Lavoie, André Germain. Les écoliers d'Edenbridge étaient très fiers d'accueillir comme tous les matins sur leur terrain de sport les Français. Un peu déçus tout de même de ne voir que les remplaçants du match de la veille, les titulaires avaient eux besoin de se reposer. Mais ce matin, c'était aussi l'occasion d'assister à un match inédit, la France contre les juniors d'Edenbridge, en race campagne. Maître Jacquet sur sa butte perchée avait besoin de voir évoluer ses joueurs dans les conditions d'un match avec opposition. Les gamins ont eu beau se démener, les remplaçants français leur ont donné une fessée. 10 buts marqués sans forcer. Mais à l'avenir, il faudra tout de même que Loco s'applique pour les pénaltys. Et que Martini fasse attention aux escogriffe anglais qui traînent dans la surface. Les juniors ne sont pas repartis Fanny, ils ont même eu droit au maillot et à la photo. C'est qu'en Angleterre, les Français sont devenus des vedettes, voire des favoris. Quand on voit la presse, quand on voit les gens, on est les favoris, mais nous on sait d'où on vient. On sait que la qualification a été très dure. On sait qu'on a été ballotté par tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une peau qu'on ne renie pas, qu'on est fier d'avoir, parce que tout le monde nous voit beau. Mais on ne s'enflamme pas, je pense que c'est ça la force aussi de l'équipe de France. Les prochains adversaires des Français seront moins tendres samedi à Leeds que les juniors d'Edenbridge. Les Espagnols, qui ont fait match nul contre les Bulgares, veulent absolument gagner. Leur qualification est en jeu. La tension monte. La championne de tennis qui a gagné Roland Garros ce samedi dernier, Steffi Graf, vient d'être blanchie par le parquet de Mannheim en Allemagne. Vous savez qu'on l'avait accusée d'avoir participé à la fraude fiscale organisée par son père qui gère ses affaires tennistiques.
Michel Polnareff n'est pas un chanteur comme les autres. C'est une star depuis plus de 30 ans maintenant. Il apparaît, disparaît. Aujourd'hui, il revient avec un album enregistré en public dans le temple du rock de Los Angeles. Michel Polnareff envisage, dit-on à présent, de revenir en France. Mais pour l'instant, pour le rencontrer, il faut encore traverser l'Atlantique. Louis Carzou, Bernard Puissasson. On était toujours le même, un air qui racontait l'histoire d'une femme à l'âme éphémère. Dans une Los Angeles fertile en mirages, de rêves en éclipse, 23 ans après la fuite de l'Hexagone, Michel Polnareff entonne l'air du retour. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour vous décider? Car derrière les lunettes les plus célèbres de Hit-Parade se cache l'histoire d'un rescapé. Menacé de devenir aveugle par une double cataracte, réfugié dans l'alcool, Michel Polnareff a finalement choisi d'affronter médecins et partitions et de revenir avec ses troupes américaines au bonheur des gammes. J'ai toujours eu une espèce de passion de travailler avec les musiciens anglais ou américains. Il y a des très très bons musiciens en France, je ne remets pas ça du tout en question. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce que je fais est différent. Quand il s'agit d'un travail d'équipe, je trouve, disons, les musiciens français plus des solistes que des participants à un groupe. Et j'aime beaucoup l'esprit de groupe ici aux États-Unis. Je me sens si seul, sans ton poids, sans ton corps. Quand tu n'es pas là, rien mal de moi, bien mal de moi. Je ne connais rien de toi. Je compare toujours l'absence de retour, de l'absence de retour. Voilà. Cette fois-ci, je vais être obligé non pas de dépasser les autres, mais de me surpasser moi-même. C'est le retour sur scène dont je crois on a tous envie actuellement, moi, le public et ceux qui m'aiment. Bref, à 51 ans, Michel Polnareff est encore bien décidé à croiser le fer et c'est promis les regards du public français. Dans un instant, la météo avec Sophie Davant. Dernier journal, Florence Daucher, aux alentours de 0h30. Demain matin, Télématin 4 vérités. Gérard Leclerc reçoit M. Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre des Finances, président de la Commission des Affaires sociales du Sénat. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h avec toujours autant de plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Jean Roucas et Jean Lefebvre, une équipée sauvage dans un road movie frénétique et rural. A tout de suite. Sport de 3 avec Maestria, Panzani, partenaire officiel de l'équipe de France. Technicien du sport, magasin de sport. Et Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Cet après-midi au stade de Liverpool, l'Italie, vice-championne du monde, rencontre la Russie. 5 minutes de jeu sur un mauvais dégagement de Tcherkessov. Kaziragi récupère et d'une frappe croisée des 20 mètres, trompe le portier russe. 1-0, l'Italie démarre très fort. Moins d'un quart d'heure plus tard, les Russes ripostent sur un ballon détourné. Timbalar, bien placé, récupère. Peruzzi est battu, 1 partout. Le match est relancé. On joue depuis 8 minutes en seconde mi-temps. Les Italiens imposent toujours leur jeu. Sur cette superbe passe de Di Livio, Zola prolonge pour Kaziragi qui s'ouvre une nouvelle fois les chemins des buts. Score final 2-1. L'Italie remporte sa première victoire dans ce championnat d'Europe. Ils joueront mercredi prochain face à l'Allemagne.
La morsure d'un homme peut être plus dangereuse que celle d'un chien, à cause des bactéries. Par millions, elles attaquent vos dents, vos gencives. Le dentifrice Corsodil peut les arrêter. Corsodil, des dents saines dans une bouche saine. Quand on pense compétences, on dit OK pour Eco. Virage, épingle à cheveux, lacet. La Citroën ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour que les courbes dessinées par la route ne soient jamais les vôtres. Du 1er au 20 juin, la ZX Tonic à partir de 61 500 francs. Peut-être que le plus fort et le plus intime est tu. Mais enfin, là, on est en train de faire bas les masques. Hein. Mais oui, mais vous croyez que vous êtes où, là? Avec le salaire que j'ai, je ne peux pas prendre un appartement. Oh, je suis comme un peu ça. Quand on est pauvre, on ne soigne pas non plus. On n'a pas le temps. Ne vous retournez pas, c'est pas la peine. Mon fils est transsexuel. C'est un petit peu inquiétant que, encore une fois, la communication entre êtres humains doit absolument passer par le prisme de la télévision. J'ai eu énormément de mal à réaliser 12 ans de réclusion criminelle, mais il a fallu que je réapprenne la vie et le bonheur. Ça fait peur, les femmes. Votre émission a réussi à tout décanter. Depuis 4 ans, Mireille Dumas brise les tabous et donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais eu. Bas les masques, la 150e, Mireille Dumas vous donne rendez-vous en compagnie de Guy Bedos, mercredi soir sur France 2. Demain sur France 3, la marche du siècle en direct de Chamonix. Catherine Destivelle, Roger Frison-Roche, Maurice Herzog, les héros d'hier et d'aujourd'hui sont vos guides. Sensation forte et ivresse de se surpasser, l'aventure des sommets n'est pas sans danger. En direct de Chamonix, demain 20h50, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada, à l'assaut des cimes sur France 3. Le drapeau tricolore a souvent brillé aux Jeux Olympiques. À moins de 60 jours d'Atlanta, la meilleure chance française en saut d'obstacle est Roger-Yves Bost. Au fait, le connaissez-vous? Mes parents avaient déjà un club avant, ils faisaient du cheval tout le temps. J'ai vraiment vu que ça depuis que je suis petit. C'est presque comme si j'étais tombé dedans. Comme mon père faisait des internationaux et tout, ça me plaisait. J'étais tout le temps en train de regarder les autres cavaliers. J'avais vraiment envie de faire ça aussi plus tard. Bon, j'ai gagné assez vite les premiers concours que j'ai faits, alors ça m'a donné envie de continuer. Les championnats du monde, j'en ai fait 2, les championnats d'Europe, j'en ai fait 3. Là, les premiers jeux, c'est toujours un petit peu plus impressionnant, mais je suis pas angoissé, mais je suis curieux d'aller là-bas pour voir un peu comment c'est. Voici les résultats du tiercé, quarté plus, quinté plus de cet après-midi à Saint-Cloud. C'est une femme qui rêve d'éclat, mais tout de suite, et de jeunesse pour longtemps. Pour elle, les laboratoires Garnier inventent Synergie Éclat Vitamine. La première crème hypoallergénique aux acides de fruits maîtrisés, source d'éclat immédiat. Et aux vitamines, essentielles à l'élasticité de la peau. En une semaine, c'est une femme rayonnante, à la peau plus jeune, plus douce. Nouveau Synergie Éclat Vitamine, garanti par les laboratoires Garnier. Les fruits deviennent source d'éclat et de jeunesse. L'escorte Clipper a changé. Airbag Ford et direction assistée de série pour le mettre en confiance. Air conditionné pour le maintenir à température idéale. Performance et motorisation pour arriver plus vite à vos fins. La Ford Escort Clipper a changé et ça change tout. Regarde. Mais c'est le gel douche douceur bourgeois. T'as vu la belle peau qu'elle a? Pas étonnant, c'est aux extraits naturels de céréales.
Je crois qu'elle est bien dans sa peau, là. Ah, elle bouge bien, non? Bourgeois, la vie est belle et vous êtes comme elle. Il y a un loup dans ma vie. Il y a un loup dans ma vie. Et dans la vôtre? Visitez à Amboise 2 parcs exceptionnels. Mini-châteaux, les plus beaux châteaux de la Loire en miniature. Découvrez comme un géant un univers merveilleux de châteaux, figurines, trains et espaces verts. Accrochez-vous et décollez dans la machine volante pour explorer un château médiéval en 3 dimensions. En visitant le parc Mini-château, découvrez à Amboise l'aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'Europe en eau douce continentale et tropicale, où 10 000 poissons évoluent dans des bassins à ciel ouvert. L'aquarium de Touraine et Mini-château à retrouver dès maintenant en cassette vidéo. Ah, soldat Marie, vous tombez bien, mes copines cordon bleu viennent dîner, j'appelle un traiteur. N'en faites rien. Marie vous propose ses recettes du rayon traiteur frais. Ah oui? Des plats cuisinés comme à la maison, qui gardent toute leur saveur dans leur emballage, fraîcheur au réfrigérateur. Exemple, filet de poisson sauce citron panache et légumes. Et ça va les épater, soldat Marie. Pour ça, il est l'air épuisé de celle qui a tout fait, même son marché. Sergent. C'est bien, mon petit gars. Repos. Les recettes du rayon traiteur frais de Marie. Ce n'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. On va connaître dans les heures qui viennent un petit changement de masse d'air. Cela signifie pour vous que les températures vont redevenir un peu plus supportables au nord de la Loire seulement. Donc petite dégradation, mais très brève, puisque l'anticyclone va regonfler de plus belle à l'arrière. Résultat, le temps restera très ensoleillé jusqu'à la fin de cette semaine. Aujourd'hui, voici la situation avec toujours des hautes pressions sur la France, toujours des orages qui reprennent l'après-midi et puis quelques stratocumulus qui se sont déjà infiltrés sur la pointe de la Bretagne, des entrées maritimes ce matin. Alors l'anticyclone va regonfler sur l'Atlantique. Résultat, le flux va s'orienter au nord, ce qui va permettre à ce front froid peu actif de pénétrer à l'intérieur des terres. Alors aujourd'hui, donc reprise de l'activité orageuse, surtout cet après-midi, sur les Alpes du Nord, mais aussi sur les Cévennes, sur le Morvan, sur les Vosges, sur le Jura et sur le centre de la France. Une activité orageuse qui finira par régresser dans les jours qui viennent en raison de ce flux de nord. Voici la tendance et l'évolution avec donc cette perturbation qui va contourner la cellule anticyclonique, des orages qui vont reprendre avec tous ces nuages qui bourgeonnent sur le relief, et puis quelques entrées maritimes comme ce matin sur la côte landaise et sur le Pays Basque. Voici donc la situation que vous propose Météo France pour demain matin, où l'on retrouvera beaucoup de soleil sur la plupart des régions, un petit peu de grisaille donc sur le Pays Basque et la côte landaise, quelques nappes de brouillard dans les vallées, et puis un temps nettement plus gris sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche. On va aller y faire un petit tour avec des températures qui resteront quand même tout à fait agréables. Il fera 14 à Lorient, 12 à Paimpol ou 14 à Bolbec près de Fécamp. Sur le reste de la France, les températures restent très élevées demain matin puisqu'il fera déjà 17 degrés à Paris, 19 à Strasbourg, autour de 18 dans le sud-ouest et jusqu'à 21 degrés autour de la Méditerranée. Ça c'est pour le lever du jour, le mercure grimpera très haut encore dans la journée. Demain après-midi justement, eh bien, le soleil sera encore très présent, les nuages commenceront à se déchirer sur l'île de France, la Champagne et les Ardennes et puis à l'arrière, l'anticyclone nous refera une petite poussée. Résultat, le soleil reviendra en force sur le nord-ouest. Beaucoup de soleil ailleurs. Un petit vent qui se lèvera. On va aller voir sur la région Rhône-Alpes. Le vent devrait se lever en Méditerranée jusqu'à 50 km à l'heure et les orages devraient reprendre encore sur le relief des Alpes, les Alpes de Haute-Provence et sur le relief de la Corse, avec des températures encore très élevées. 31 degrés à Saint-Marcelin en Isère, 29 dans le Jura à Lons-le-Saunier ou 30 degrés à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Sur le reste de la France, il fera un petit peu plus frais sur le nord-ouest. On perdra 4 à 5 degrés sur l'île de France, sur la Champagne, sur les Ardennes. Et puis il fera encore très chaud sur les régions méridionales, entre 26 et 31 degrés. Le clin d'œil de ce soir, je vous propose d'aller faire un petit tour dans l'île de Beauté, qui est une superbe terre d'aventure et qui a accueilli du 19 au 25 mai le Corsica Raid. Un raid avec une devise, beau, extrême, inoubliable. Tout un programme, un parcours plus que contrasté pour les 25 équipes engagées. Du Cap Corse à la Costa Serena, les raiders ont parcouru plus de 400 km, avalant 12 000 mètres de dénivelé en une semaine. Un rythme d'enfer
Ce sont les étrangers qui ont su tirer leur épingle du jeu. Les Belges d'Asti Belgica ont fini par l'emporter sur les Espagnols de Sipactiva. Il y a même de la neige encore, si vous le constatez. Et puis on termine sur les superbes aiguilles de Bavel avec un panorama et un paysage tout à fait sublime. Voilà, demain nous serons le 12 juin. Nous fêterons les guides, nous gagnerons 1 minute de soleil. Vous avez rendez-vous dès 7h-5 pour la première météo avec Laurent Romeshko ou Nathalie Riouet, l'un ou l'autre. Moi je vous retrouve demain soir. Excellente soirée avec nous sur France 2. Merci, à demain. Darty, le contrat de confiance. 3 reportages au sommaire d'envoyé spécial. Portrait d'un acteur pas comme les autres, Pascal Buchen, prix d'interprétation à Cannes. Un beau jour, ta vie va recommencer, s'illuminer pour toujours. Petite fille, un jour tu auras oublié, cœur léger, tu te remettras à rêver. Soigne ton cœur, petite sœur. 3 reportages au sommaire d'envoyé spécial. Portrait d'un acteur pas comme les autres, Pascal Buchen, prix d'interprétation à Cannes. Lui aussi a été récompensé à Cannes, Palme d'Or du Festival 95. Emir Kusturica signe son premier reportage pour Envoyé spécial. C'est l'histoire d'un mec qui nous manque beaucoup, Coluche, mort il y a tout juste 10 ans. Je suis à la télévision et je parle, maman. Envoyé spécial, c'est jeudi soir sur France 2. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. De la fraîcheur et de l'exotisme sur France 2 avec Capti. Énergie présente 30 secondes sensuelles avec Pure Love. 18 artistes d'exception avec Shadé, Boyz II Men, Michael Jackson, Lionel Richie. Pure Love avec Terence Trent D'Arby et Charlie Eddy. Pure Love, 77 minutes de pur plaisir. Dans les prisons de Nantes, le meilleur de Trianne. Avait un prisonnier. Replongez-vous au cœur de la tradition celtique avec le meilleur de Trianne. Mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que la compilation mythique. Non, non, ce sont les filles des forges, non, non, ce sont les filles des forges de Pimpon, non, non. Et entre le renard et la belette. Le meilleur de Trianne, 20 titres désormais légendaires. La fiabilité, la longévité et la puissance d'un grand diesel. Tout cela existe désormais en concentré. Nouvelle Polo Diesel, le concentré de Volkswagen. Pour la première fois, avec les verres ultra légers Varilux Transition, vous pouvez supprimer tous les handicaps liés au temps. Grâce à l'association de la technologie Varilux et de la teinte variable Transition,
vous voyez net de 0 à l'infini, quelle que soit la lumière. Les Jeux Olympiques, une véritable société internationale, implantée dans 197 pays à travers le monde. Ici et même ici. Maintenant, imaginez le nombre de documents et colis nécessaires pour faire tourner une telle société. Si c'était la vôtre, à qui feriez-vous confiance pour que la filiale de Buenos Aires soit toujours au courant? UPS, la société de livraison express officielle des Jeux Olympiques de 96. Pour protéger les dents contre les caries, les dentistes conseillent de les brosser 3 minutes. Observons les enfants. Première minute, l'énergie. Puis le courage. Enfin, la lassitude. Parce que la première minute est capitale, la recherche Signal a créé Signal Protection Carie. Son système chronofluor libère plus tôt plus de fluor actif et offre une meilleure protection, même après le brossage. N'oubliez pas les conseils de votre dentiste. Signal Protection Carie. Contre les caries, chaque minute compte. Visitez à Amboise 2 parcs exceptionnels. Mini-châteaux, les plus beaux châteaux de la Loire en miniature. Découvrez comme un géant un univers merveilleux de châteaux, figurines, trains et espaces verts. Accrochez-vous et décollez dans la machine volante pour explorer un château médiéval en 3 dimensions. En visitant le parc Mini-château, découvrez à Amboise l'aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'Europe en eau douce continentale et tropicale, où 10 000 poissons évoluent dans des bassins à ciel ouvert. L'aquarium de Touraine et Mini-château à retrouver dès maintenant en cassette vidéo. C'est pas toujours simple d'organiser un voyage d'affaires en avion. Avec 3617 Air Info sur Minitel, vous avez sous les yeux le voyage aérien dans le monde entier. Tous les tarifs, tous les horaires, toutes les lignes, même la météo à l'arrivée. 3617 Air Info, le voyage aérien sur Minitel. 64e édition des 24 heures du Mans avec en pole position Olivier Babinet. C'est parti pour la plus prestigieuse des courses d'endurance du monde. On est maintenant à la mi-course et Olivier gère parfaitement sa mécanique. Dernier arrêt au stand, attention Olivier, il ne faut pas perdre de temps. Et ça y est, c'est fait, on arrive au bout des 24 heures. Olivier est en tête, victoire de la voiture numéro 7. Sport de 3, tout ce qui vous fait aimer le sport. Valse hésitation à New York mardi soir dans un marché très volatile. Le Dow Jones finit en baisse de 19,21 après avoir gagné un moment 30 points et en avoir perdu autant. L'influence positive de l'annonce d'un recul de 0,1% des prix à la production aux USA en mai n'a pas duré longtemps. Les boursiers attendent encore d'ici à la fin de la semaine une rafale de statistiques tout aussi importante. Face à cette attente, le doute était permis. Le marché obligataire a perdu 9,32e avec des rendements pour les taux longs de 7,12%. Stabilité du dollar à 5 francs 20,10. À Paris, nette hausse dans un marché moyennement actif. Le CAC 40 a gagné 0,79%. Les boursiers français gardent un œil rivé sur les statistiques américaines tout en attendant la réunion bimensuelle jeudi de la Bundesbank. En France, selon l'INSEE, le moral des ménages est à nouveau tombé à un niveau historiquement bas en mai. L'UAP a gagné 2,2%, Eurotunnel a progressé de 3,8%. Schneider, toujours aussi active, Schneider qui a vu depuis le début de l'année 45% de son capital négocié en bourse. À Milan, coup de tonnerre dans un ciel serein. L'indice Mibtel a perdu jusqu'à 2% en séance pour se stabiliser en clôture sur un repli de 0,51%. Les déclarations du ministre des Finances italien sur une réforme de la taxation des produits financiers ont précipité la chute. Pour le ministre des Finances, il s'agit d'une interprétation erronée des marchés qui ont vu dans ses propos l'annonce d'une généralisation de la taxe de 12,5% touchant les obligations privées et publiques. Il a fallu 2 mises au point pour que le marché retrouve son calme. Sur le 3615 France 2, retrouvez tous ces détails.
Madame, Monsieur, bonsoir. Une explosion s'est produite dans le métro de Moscou vers 22h30 ce soir, heure de Paris. Au moins 4 personnes ont été tuées et 16 autres blessées. Selon les premiers éléments, cette explosion qui intervient à quelques jours de l'élection présidentielle en Russie, cette explosion aurait été provoquée par une bombe placée sous un siège contenant 200 à 500 grammes de TNT. Nous retrouvons notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Dominique Derda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur les lieux. Avez-vous des nouvelles informations sur le nombre de victimes et surtout sur les circonstances de cette explosion? Oui, alors on n'est plus sur les lieux, on y était il y a encore quelques minutes. Là maintenant je suis en direct avec vous à côté du Kremlin. Écoutez, l'ambiance sur place, vous l'imaginez, était assez tendue. Il y avait quelques membres de famille, des gens inquiets qui cherchaient à avoir des nouvelles des passagers de leur famille qui pouvaient se trouver à bord du métro. Cette femme que vous voyez, elle cherchait son fils dont elle n'avait aucune nouvelle et dont elle a la certitude qu'il était à bord de ce métro qui venait du centre de Moscou, qui se dirigeait vers la banlieue sud. Les conditions dans lesquelles cet attentat serait produit, ce qu'on sait ce soir, c'est qu'une bombe d'environ 500 grammes était placée sous un siège dans le premier wagon de la rame de métro. Cette bombe a explosé juste avant que le métro n'entre dans la station de Toulskaya. 3 personnes seraient mortes sur le coup. Il y avait 2 femmes et un homme qui seraient morts sur le coup et ensuite un autre homme, une 4e victime, serait morte après son transfert à l'hôpital. Il y a 16 blessés, parmi lesquels un enfant de 4 ans qui se trouvait avec son père quand l'explosion s'est produite. Évidemment, tout de suite, les services de sécurité moscovites se sont rendus sur place. La rame, pour l'instant, est encore coincée avant la station, quelques dizaines, peut-être centaines de mètres avant la station. Donc vous imaginez qu'avec le souffle, le premier wagon a littéralement explosé, la rame se trouve coincée dans le tunnel et les services de sécurité s'activent encore. On dit qu'il resterait encore 2 morts coincés dans l'enchevêtrement des tôles et des restes de cette première rame. Les autorités ont-elles réagi officiellement et ont-elles prononcé le terme d'attentat? Oui, bien sûr, les autorités, en la personne de Yuri Louchkov, le maire de Moscou, qui s'est rendu sur place tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure, ont immédiatement prononcé le mot d'attentat. Yuri Louchkov a dit que c'était un acte terroriste, et il l'a dit tout de suite, qui faisait partie, un acte terroriste sauvage, qui fait partie, dit-il, d'une chaîne, d'une série d'attentats. Je vous rappelle que le vice-maire de Yuri Louchkov, qui est le préfet de la région sud de Moscou, a été très grièvement blessé devant son domicile la semaine dernière à Moscou. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier attentat. Le maire de Moscou, Yuri Louchkov, dit que c'est une série de mesures qui est destinée à semer le chaos et la peur dans la population à 5 jours des élections. Il s'est bien gardé cependant de désigner des responsables, de désigner des coupables. Personne n'a revendiqué cet attentat, pas plus que l'attentat contre le vice-maire de Moscou en fin de semaine dernière. Évidemment, on peut... Oui, pardon. Vous avez dit qui et pourquoi surtout? Alors, on nous a pas dit pourquoi, parce que je crois que personne ne le sait, ou en tout cas ceux qui savent qui est derrière ces attentats ou cet attentat de ce soir, qui, je vous le rappelle, est quand même le premier attentat qui frappe la capitale moscovite, surtout qui frappe des moscovites ordinaires. Il y a eu beaucoup de règlements de compte, la criminalité est très forte à Moscou, le taux de criminalité est très élevé, mais les attentats, les règlements de compte touchaient soit des hommes d'affaires, soit des banquiers, soit des bandits, mais n'ont jamais touché le citoyen moscovite ordinaire. C'est vraiment la première fois que ça se produit, et vous imaginez que ça produit un véritable choc ici. Il est très tard à Moscou, il est 2h30 du matin, évidemment personne dans la rue ne réagit à quoi que ce soit, mais je pense que dès demain matin, les réactions seront très fortes parce que cet attentat est vraiment une grande première. Qui peut être derrière? On peut faire des hypothèses. Je pense que le pouvoir actuel dira sans doute que ce sont des gens qui ont intérêt à ce qu'on annule les élections, parce qu'ils craindraient que Yeltsin ne les gagne et ils craindraient de les perdre. Donc on accusera sans doute des extrémistes d'un bord ou d'un autre. Il y en a dans les rangs des communistes, il y en a dans les rangs des nationalistes. On fera sans doute référence à la Tchétchénie, mais il est vraiment bien trop tôt pour parler d'une filière ou d'une piste quelconque. Merci Dominique Derda. En Tchétchénie, selon les informations qui nous sont parvenues ce soir, les combats n'auraient pas cessé en dépit de l'accord signé lundi soir entre les Russes et les indépendantistes. Cet accord prévoit le retrait progressif des troupes russes dans les jours prochains et jusqu'au 31 août. Au-delà de cette date, toujours selon cet accord de paix, des élections libres réclamées par les Tchétchènes depuis 18 mois pourront se dérouler dans la République du Caucase, à moins que l'issue de l'élection présidentielle en Russie ne modifie la donne. William Irigoyen. Cela devait être la fête pour accueillir la délégation tchétchène tout juste de retour de Nazran. Mais quelques minutes plus tard, c'est de nouveau la peur. Une des voitures du convoi vient d'exploser. Il y a 7 blessés, dont 2 graves. Selon le porte-parole du gouvernement indépendantiste, l'explosion a été provoquée par des mines commandées à distance. Et très vite,
les Tchétchènes se mettent à accuser Boris Yeltsin et le gouvernement pro-russe de la République d'être à l'origine de cet attentat. Le premier pas pour torpiller les accords de Nazran vient d'être franchi, lancent les indépendantistes. Nous nous réservons le droit de punir les coupables, ajoute-t-il. Moins de 24 heures après avoir obtenu de Moscou le retrait de ses troupes hors de leurs frontières d'ici le 31 août, les Tchétchènes commencent à douter de la volonté de paix affichée par le Kremlin. Un accord qui prévoit aussi la tenue d'élections libres sous contrôle international. La paix en Tchétchénie, même signée par les deux parties en présence, est bien mal engagée, à moins que l'accord signé hier ne soit qu'un prétexte pour Boris Yeltsin, faire croire en pleine campagne électorale qu'il est le seul à pouvoir mettre fin à un conflit qui a fait 40 000 morts en moins de 2 ans. L'actualité à l'étranger marque également par la fermeture des chantiers de Gdansk en Pologne. En Italie, l'arrestation du fils de Totorina, le parrain de la mafia. Enfin, un nouveau bras de fer en Irak entre les militaires et l'ONU. Les Irakiens affirmaient que derrière les murs de cette entreprise, près de Bagdad, il n'y avait que des poulets. Des experts onusiens ont découvert en réalité qu'on fabriquait ici des armes chimiques et biologiques. D'où leur inquiétude ce mardi quand la garde présidentielle de Saddam Hussein les a empêchés pendant 8 heures d'accéder à un autre site. Ils ont décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Non à la fermeture des chantiers navals de Gdansk. 3000 ouvriers polonais ont manifesté devant l'entreprise, berceau du syndicat Solidarité, ce mardi. Ils protestent contre la décision du gouvernement de mettre le chantier en faillite. Une grève de 48 heures est prévue à partir de mercredi. Le chantier naval employait jusqu'à présent 7300 personnes, dont l'ancien président de la République, Lech Walesa. Arrestation mardi matin à Corleone, en Sicile, de Giovanni Riina. Fils du chef mafieux, Toto Riina, il serait impliqué dans l'assassinat d'un enfant de 12 ans, Giuseppe Di Matteo. C'est pour punir son père, un ancien mafieux repenti, que les meurtriers avaient tué l'enfant en janvier dernier. 20 autres demandes d'arrestation ont été envoyées par le parquet de Palerme, toujours dans le cadre de cette affaire. Les 4 jeunes gens, 2 garçons et 2 filles, qui ont avoué être les auteurs de la profanation au cimetière de Toulon, ont été présentés en fin d'après-midi au juge d'instruction, puis écroués à la prison Saint-Roch de Toulon. Ces jeunes, issus de milieux favorisés, ont expliqué aux enquêteurs avoir agi sous l'influence du mouvement musical dit gothique, qui s'apparente en fait à des rites sataniques. Reportage Alban Mikosi et Jean-François Giorgetti. Les 4 jeunes ont donc reconnu les faits. Présentés au parquet de Toulon dans l'après-midi d'hier, ils ont expliqué au juge d'instruction comment ils ont profané dans la nuit de samedi à dimanche le caveau d'Yvonne Foin. Il s'agit de 4 jeunes gens, 2 jeunes femmes, dont une mineure, et 2 garçons qui étaient jusque-là inconnus des services de police. À l'évidence, et en l'état actuel de la procédure, il existe des indices nombreux et convergents pour penser qu'il y a eu une action conduite à raison de la confession de cette personne qui était catholique ainsi que sa famille, et une volonté délibérée de s'attaquer aux symboles de la religion catholique. Les identités des 4 jeunes sont connues, mais leur mobile laisse perplexe. Ils se disent inspirés par Satan. Les 2 filles lycéennes à Toulon semblaient certes un peu excentriques. Quelquefois, elles fréquentaient un club privé de Toulon au décor ésotérique, mais sans plus. Entendus pendant plusieurs heures par le juge d'instruction, Thierry Roland, ils ont été mis en examen et écroués à la prison Saint-Roch de Toulon, poursuivis pour profanation avec circonstances aggravantes. Ils encourent une peine maximale de 5 années d'emprisonnement. La crise dite de la vache folle, les producteurs et les éleveurs français ont décidé de réagir. Le président de la FNSEA, Luc Guyot, a appelé l'ensemble des agriculteurs français à manifester à la fin de la semaine prochaine afin d'exiger de Bruxelles des mesures rapides en faveur des professionnels touchés par cette crise. La polémique a gagné les rangs de l'Assemblée nationale où les députés de l'opposition ont vivement critiqué l'attitude du gouvernement. Roland Sicard. Philippe Vasseur avait pourtant l'air détendu. Mais voilà, depuis quelque temps, dès que l'on parle de vache folle, tout le monde s'énerve. Et lorsque les socialistes ont commencé à chahuter, à interpeller et à critiquer la gestion de cette affaire, le ton est très vite monté. Si vous voulez grimper à l'arbre de la polémique, rappelez-vous ce qu'on dit chez moi. Quand on veut grimper à l'arbre, il faut être sûr d'avoir les culottes propres. Depuis le gouvernement d'Alain Juppé, à chaque fois qu'il y a un cas d'encéphalite spongiforme bovine, nous abattons la totalité du troupeau et nous faisons incinérer la viande. Ça n'était pas le cas lorsque vous étiez au pouvoir. Vous avez commercialisé de la viande qui venait de ces troupeaux. Un peu de calme. Taisez-vous. Permettez-moi de rappeler
l'ensemble de l'Assemblée au calme et à la sérénité. Calme et sérénité, plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, un peu plus tard dans les couloirs, les socialistes contre-attaquaient. Ce qui est fou maintenant dans ce gouvernement, c'est que les ministres, les uns après les autres, perdent leurs nerfs et dérapent complètement. La question de savoir si la viande que l'on consommait avait été nourrie de farine animale ou pas, ben voilà un problème qui n'a jamais été posé. Et du coup, maintenant, le gouvernement est dans une impasse. Et ça, c'est pas la responsabilité des socialistes. Conclusion, l'affaire de la vache folle, jusqu'ici affaire de santé publique, devient de plus en plus une affaire politique. Une affaire politique est donc un dossier difficile à gérer. Un projet de loi sur la sécurité alimentaire est d'ores et déjà annoncé. Concernant la SNCF, les syndicats ont accueilli avec circonspection le plan de réforme de l'entreprise. Avant de réagir, ils analyseront en détail la proposition du gouvernement de prendre à sa charge 125 milliards de francs de la dette de l'entreprise. Le reste de l'actualité en France, en bref, Evelyne Goldman. Le chef d'orchestre suisse Michel Tabachnik, entendu par la police judiciaire de Nanterre. Il est placé en garde à vue jusqu'à mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort de 16 adeptes de l'ordre du Temple solaire. Selon les enquêteurs, le tiers des sommes perçues par l'ordre aurait été remis au chef d'orchestre pour diverses collaborations et conférences organisées par la secte. Pour son avocat, Michel Tabachnik a pu jouer un certain rôle au sein de l'organisation, mais à aucun moment il n'aurait encouragé les massacres. Responsabilité difficile à apprécier après la comparution mardi des 9 prévenus devant le tribunal correctionnel de Rennes. Devant les juges, les témoins ont évoqué l'incendie de la clinique psychiatrique de Bru qui a fait 20 victimes. Une soirée agréable, chacun monte se coucher. Sylvie, une malade très agitée, met le feu. Malgré la fouille de ses vêtements, elle avait réussi à cacher ses cigarettes et son briquet. Aucun exercice d'incendie, aucun plan d'évacuation. Les jours prochains, le procès devrait porter sur l'application des normes de sécurité de la clinique. Exclusion des SDF dans les centres-villes. Le débat est ouvert. Après l'arrêté du maire de Menton visant à interdire la mendicité dans sa ville, à Pau, Perpignan, La Rochelle, les autorités préfectorales annulent des arrêtés similaires. Pour le maire de Menton, comme pour ceux d'une vingtaine de villes de France, cet arrêté est le seul moyen de faire venir la police en cas de trouble. Des méthodes condamnées par le secrétaire d'État à l'action humanitaire Xavier Emmanuelli, qui réaffirme le droit pour tous d'être accueillis et soignés. La suite de la Coupe d'Europe des Nations, la Croatie a battu la Turquie ce soir, 1-0, but inscrit à la 86e minute par Goran Vlahovic. Sachez aussi que l'Italie est sortie vainqueur du match qui l'opposait à la Russie sur un score de 2-1. Voilà le but de la Croatie. Nous terminons avec du cinéma, la sortie du film d'Arnaud Desplechin, Comment je me suis disputé. Ce film avait été présenté lors du dernier festival de Cannes. Le jeune réalisateur d'une trentaine d'années expose les rapports sentimentaux de ses congénères, Pascal Deschamps et Christian Leroux. Est-ce que vous êtes laissé dire déjà par des filles, t'es chiant avec les filles, t'es nul? Moi souvent. Jamais je suis... Jamais. Enfin, un garçon qui a décidé de jouer la carte de la franchise. T'es chiant. Car Comment je me suis disputé d'Arnaud Desplechin est une autobiographie. T'étais nul avec moi. Je m'emmerdais avec toi. T'es nul avec les filles, de toute façon. D'un côté, 6 personnages de garçons, comme autant de déclinaisons d'une seule et même jante masculine, qui déguiseraient ses doutes derrière des certitudes. De l'autre, des filles qui attendent et qu'on jauge et qu'on séduit et qu'on largue. D'un côté, des remords, de l'autre, beaucoup de regrets. J'ai lu tous ces livres, mais je sais pas, celui-là, j'ai dû l'offrir 5 fois. Eh bien, je suis contente d'être à la 6e. Mon scénario, les gens disaient c'est horriblement misogyne, des choses comme ça. Moi, je disais mais bien sûr, parce que je suis misogyne. Et alors au résultat, en fait non, mais c'est un film qui est situé dans la guerre des sexes, qui supposerait que les hommes et les femmes ça marche pas du tout et que c'est un grand problème et que d'ailleurs on va s'y atteler. Et que du coup les filles seraient très véhémentes et les garçons aussi. Et si on joue à la bagarre. Quoi. C'est toi, t'es super con, hein? Un connard. Une bagarre menée tambour battant et qui laissera effectivement les hommes et les femmes des deux côtés de la ligne de front, mais les uns et les autres auront beaucoup ri ensemble de leurs défauts respectifs. Cette édition est terminée. Prochain rendez-vous avec l'info à 6h30 Télématin, à 13h Patrick Chêne, à 20h Daniel Bilalian pour le journal. Je vous retrouverai un peu avant minuit. À demain, bonsoir.
à tous. On devrait un petit peu souffler demain au nord de la Loire avec un petit changement de masse d'air. On va perdre environ 4 à 5 degrés, ce qui devrait rendre les températures plus supportables. Petit changement temporaire puisque l'anticyclone s'imposera à nouveau en force jusqu'à la fin de cette semaine. Regardez les prévisions de Météo France pour demain matin avec un petit peu de grisaille et des